Merci beaucoup Gilles pour l'invitation et à Gilles Aurélie. Un grand merci aussi à Denis qui n'est pas dans la salle, mais pour l'invitation à ce congrès. Je suis vraiment ravie d'être ici et je suis d'accord. Je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble et donc c'est pour moi l'occasion de faire le lien avec des groupes, des gens que je connais moins parce que c'est ça le but de tous travailler ensemble. Donc, du coup, je voudrais bien me présenter d'abord un petit peu. Donc, moi, comme Gilles l'a dit, je m'appelle Iris Faltengoger. Donc, je suis biologiste moléculaire, biochimiste de formation. Donc, j'ai passé 20 ans de ma vie en oncologie, découverte des molécules, plutôt le côté recherche en industrie pharmaceutique, donc toujours chez Sanofi. Et jusqu'à il y a 3 ans, j'ai dirigé une équipe de découverte de molécules. Donc, c'est vraiment ça mon cœur de métier, de trouver des bonnes cibles, découvrir les molécules, les amener jusqu'en en clinique, en phase early, on va dire, pour les adultes et pour les enfants. Et donc, il y a 3 ans, j'ai repris un nouveau projet chez nous. Donc, il y a un projet très, très jeune et je vais vous parler de ce projet. Et c'est un projet qui est complètement dédié au cancer pédiatrique et c'est ce projet dont je m'occupe maintenant. Donc aussi mon travail, il est à 100% dédié au cancer pédiatrique maintenant. Et le projet, il est jeune et il est un peu, je dirais, unique ou peut-être atypique, on peut dire aussi. Donc c'est un projet qui est complètement intégré dans la R&D, dans le recherche et le développement de Sanofi. Euh, et en même temps, il est sous la protection de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et cela donne au projet une place, on va dire, oui, atypique ou unique. C'est-à-dire que c'est un projet au sein de la R&D et de l'entreprise, vraiment pour avancer la découverte et le développement des molécules. Mais comme on sait qu'on s'occupe d'une population de patients qui est quand même petite et très hétérogène, le fait d'être sous la protection de la responsabilité sociétale a comme rôle de permettre de donner une pérennité à ce projet. Voilà, donc il est très jeune, comme je viens de dire. Moi, je suis depuis 3 ans sur ce projet. On a grandi déjà, on a fait pas mal de choses et je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Donc, mon but, c'est qu'on continue à agrandir euh, en échelle ce projet et tout en gardant en tête qu'on veut rester sur une durée long terme. OK. Donc, quelle est l'ambition? Donc, la première ambition, c'est ce que je viens de dire. Donc, on est un vrai projet R&D. Donc, on souhaite vraiment trouver des nouvelles thérapies pour les enfants avec un cancer et on l'a entendu ce matin et encore maintenant dans cette session, il manque des nouvelles thérapies. Donc ça, c'est vraiment priorité numéro 1. La deuxième priorité de ce projet, c'est aussi de donner accès à l'innovation aux enfants et aux adolescents avec un cancer. Euh, Par exemple, à travers des essais cliniques qu'on souhaite ouvrir plus tôt pour les enfants. Donc aujourd'hui, vous savez bien que pour une seule et même médicament, le délai entre un essai clinique qui ouvre chez l'enfant par rapport à l'adulte, c'est 6 à 7 ans. Donc notre but, c'est vraiment de réduire ce délai à moins de 3 ans. Et donc je vais vous expliquer comment on souhaite le faire et on a un exemple de succès déjà. Et le troisième point pour moi au début, c'était un petit peu vague et un petit peu flou. Mais je me rends de plus en plus compte que peut-être ça peut quand même devenir plus concrète. C'est que c'est difficile aussi pour les entreprises pharmaceutiques de travailler sur des maladies comme les maladies de l'enfant, typiquement le cancer de l'enfant, à cause du fait que c'est une petite population, c'est très hétérogène, etc. Et donc, du coup, peut-être si on peut montrer qu'on peut avoir du succès avec un tel projet qui est R&D, mais aussi sous la protection de la responsabilité sociétale, peut-être ça peut donner une idée à d'autres entreprises pharmaceutiques et elles peuvent adapter le même modèle pour aussi rester dans le domaine sur le long terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc,
La première chose, c'est que, ah oui, j'ai oublié à vous dire, donc on est ouvert à tout type d'indications pédiatriques, donc on ne va pas se fermer à aucune de ces indications, mais on a quand même des domaines prioritaires euh, 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 dû au fait qu'il y a un besoin médical très haut pour ces domaines. Et les trois domaines prioritaires qu'on a sont, bon, je le mentionne comme première parce que c'est la session d'aujourd'hui, le sarcome, euh, soft tissue and bone sarcoma. Deuxième domaine, c'est les tumeurs cérébrales. Et le troisième domaine, c'est les leucémies relapse refractory. Et on a bien entendu aujourd'hui dans des présentations auparavant qu'à la fois pour le tumeur cérébrale, à la fois pour le leucémie qui relapse, un traitement classique, il y a vraiment également un très haut besoin médical. Donc, c'est pourquoi on a ces trois priorités. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, première chose, c'est qu'on travaille avec ce qu'on a dans notre portefeuille R&D. Bah, comme pour presque toute grande entreprise pharmaceutique, ce qu'on a dans notre portefeuille R&D, c'est dédié au cancer adulte. Donc, ce qu'on veut faire, on veut regarder très tôt, à partir des projets qui sont en recherche déjà, est-ce que tout ce qu'on met dans notre portefeuille pour les cancers adultes, est-ce que ça peut être utilisé, élargir vers les cancers pédiatriques? Par exemple, parce que les cibles qu'on travaille sont intéressantes pour les cancers pédiatriques, ou par exemple parce que la modalité qu'on utilise, par exemple une thérapie cellulaire, peut être utile pour les cancers pédiatriques. Et depuis les 3 ans qu'on a initié le projet, donc on a maintenant un système en place et c'est totalement en place que tous les projets late research, à partir de late research, sont évalués sur leur intérêt éventuel pour les cancers pédiatriques. Et donc, et après, on a deux types de scénarios. On peut avoir, par exemple, une molécule qui est dédiée je donne un exemple, à une leucémie chez l'adulte. Et la cible est intéressante aussi pour la leucémie chez l'enfant. Donc, c'est le cas le plus simple, parce que ça veut dire qu'on n'a pas à faire des études précliniques en plus, mais on peut tout simplement très tôt commencer à travailler sur un plan clinique pour l'enfant. On a fait ça pour une de euh, nos immune cell engagers et on a pu initier un essai clinique en moins de 2 ans après l'essai adulte. Ce qui montre que ce type de système qu'on regarde tôt et qu'on essaie d'ouvrir un essai clinique pour enfants tôt pendant la early phase clinical essay pour l'adulte, ça peut marcher. Donc, on peut donner accès à l'innovation à travers de cet essai clinique. On peut avoir un cas de figure un petit peu plus compliqué, où, et ça c'est plus souvent le cas, où le médicament adulte peut, par exemple, le projet adulte peut, par exemple, viser des tumeurs adultes solides, le cancer du poumon, par exemple, qui n'existent pas que chez l'enfant, mais la cible, elle peut être intéressante, par exemple, je donne un exemple, dans l'ostéosarcome. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas tout simplement initier un essai clinique tôt chez l'enfant dans une complètement autre maladie, mais on doit mettre en place des essais précliniques. Et donc, du coup, pour cela, on a très tôt, déjà en recherche, on commence à dire aux équipes en recherche en interne, s'il vous plaît, ajoutez à vos tests in vitro des lignées cellulaires ostéosarcome, par exemple. Ou un petit peu plus tardivement, pour des manips précliniques chez la souris, on peut initier des collaborations avec ou des CROs comme ITCCP4 qui sont vraiment spécialisés sur des modèles précliniques cancer de l'enfant ou à travers des collaborations académiques, on peut initier des tests précliniques chez la souris sur des modèles ostéosarcome par exemple pour confirmer euh, ou pas que c'est une indication d'intérêt. Voilà. Et ensuite, pareil, dès qu'on commence l'essai clinique chez l'adulte, ben, on commence à avoir les données précliniques pour l'enfant et pareil, donc le but c'est initier l'essai clinique chez l'enfant tôt. Donc on espère pouvoir faire ça pour toutes les molécules qu'on a en clinique et pour lesquelles il y a un intérêt
pour les cancers pédiatriques. Après, évidemment, avec notre pipeline et notre portefeuille, on peut juste travailler avec ce qu'on a. On ne peut pas tout faire. Mais il y a des questions bien spécifiques, comme a été évoqué déjà ce matin. Par exemple, des cibles qui sont spécifiques pour les cancers pédiatriques. Il y a des contextes qui sont vraiment spécifiques auxquels on doit répondre. Et donc ça, on essaie de faire à travers des partenariats et des collaborations. Et donc, je vous ai mis différents types de partenariats qu'on peut avoir et je vais vous donner des exemples concrets. Donc, on peut mettre en place des partenariats plutôt ciblés sur une question bien spécifique avec des groupes académiques. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle les Sanofi Eye Awards. C'est un système où, et vous pouvez regarder ça dans l'Internet, c'est un système qui existe, où on va travailler pendant la période d'une année avec un groupe académique et on va financer des études précliniques, mais le but n'est pas de juste financer et donner l'argent, mais le but c'est vraiment de travailler en collaboration et aussi de expliquer à l'équipe académique ce qu'une entreprise pharmaceutique aussi attend du résultat pour ensuite, dans le cas idéal, continuer une collaboration plus longue. Et donc, depuis notre jeune projet, on a pu mettre en place 4 projets Eye Awards de ce sens. Et je ne peux pas vous donner les détails, mais je peux vous dire à peu près ce que ça couvre. Par exemple, on a un projet qui souhaite identifier des nouvelles cibles drogables pour le Ewing sarcome, et ça, c'est une Eye Award qu'on fait avec l'Institut Curie, par exemple. On a d'autres projets où on travaille carrément déjà avec des molécules qui sont en place, c'est-à-dire les groupes académiques, ils sont ou une petite molécule ou un anticorps, et on travaille avec eux pour optimiser ces molécules, pour les amener à une stade, y compris les études précliniques qui nous intéressent, qui nous donnent plus de confiance pour faire des collaborations derrière. Donc on a 2 projets comme ça. Et le 4e projet qu'on a, c'est un projet où on travaille plutôt sur un essai clinique et l'identification des biomarqueurs qui sont liés à un essai clinique et qui permettent de mieux informer des essais cliniques dans le futur. Donc ça, ce sont des projets simples, 1 à 1, avec un groupe académique. On a quelque chose de similaire, et ça c'est Biolabs, c'est des projets simples aussi, où on travaille plutôt avec des startups ou des biotech. Et on peut, pareil, dans un projet très ciblé, le permettre d'accéder à travers une collaboration Biolabs à l'espace laboratoire et bureau pendant une année, pareil, pour amener très concrètement des projets à une prochaine étape. Et on a fait 2 Golden Tickets Biolabs pour la pédiatrie, une avec l'Allemagne à Heidelberg, où il y a Epignostics, qui est un start-up qui regarde avec l'aide de l'IA le épigénome pour mieux classer à la fois des tumeurs cérébrales et des sarcomes. Et à Paris, Biolabs, on a travaillé avec Infocus Therapeutics, qui est un start-up qui essaie de cibler des gènes de fusion dont on a entendu parler aujourd'hui, en ciblant les ARN, donc des cibles qu'on appelle non drogables, avec une nouvelle méthodologie, donc pour donner des exemples concrets. Au-delà des collaborations simples comme ça, on peut mettre en place des grands partenariats. Et là, on est en train de mettre en place un très grand partenariat avec plus que 45 partenaires, donc d'autres industriels, d'autres groupes académiques. On a des groupes associations de patients avec qui on travaille et des startups et des biotech. Et on souhaite, avec ce consortium, de candidater pour des projets IHI, par exemple, où normalement tous les partenaires industriels amènent la moitié du financement et l'autre moitié du financement, si on est accepté, vient du IHI et ça nous permet, si on est sélectionné, d'initier des projets de 5 ans. Donc pour l'instant, on est en préparation d'un tel projet pour le concept pédiatrique du cerveau spécifiquement.
Et un troisième type de collaboration que je veux mentionner, ça s'appelle Hack for Hope. Il y en a des startups qui sont là dans la salle, qui ont bien participé à ça. Et donc, du coup, là, on essaie carrément d'amener un acteur dans le groupe des cancers pédiatriques qui est un petit peu moins présente, et c'est les startups et les biotech. Et on le fait en travaillant avec des accélérateurs. Et pour cela, on a co-créé un groupe spécifique pour les cancers pédiatriques au sein du Paris-Saclay Cancer Cluster. Et avec ce groupe, on fait plein de choses. Je ne vais pas tout détailler, mais une des choses la plus visible qu'on fait, c'est on fait un événement annuel qu'on a commencé en 2024. Donc, on l'a fait 2 fois maintenant et ça a été un succès. Et ça a grandi en échelle. Et avec cet événement, on essaie d'attirer les startups et les biotech qui peuvent avoir une solution thérapeutique intéressante, mais qui n'ont pas les cancers pédiatriques dans leur radar. On essaie de les attirer dans la communauté. Ceux qui vont pitcher, ils sont déjà le jour même, vraiment une sorte de speed dating, avec une trentaine d'experts qu'on met avec nous dans l'événement, l'expert de l'académia, d'autres pharma, patients et entrepreneurs. Donc, il y a une sorte d'apprentissage déjà pendant la journée, aussi une visibilité pour tout le monde. Et après, évidemment, il y a des gagnants. Et pour les gagnants, il y a aussi un prix financier, ce qui permet des fois de faire des premières études précliniques pour un petit peu valider leur idée. Et je vais finir avec l'approche en parlant aussi qu'on est actif dans la sensibilisation et dans l'éducation. Donc, on fait maintenant partie de plusieurs programmes internationaux d'éducation. Donc, on fait venir des étudiants de ces programmes pour les former, comment on travaille, pour former des futurs oncologues pédiatres et chercheurs aussi un petit peu dans comment une entreprise pharmaceutique travaille, pour donner cette information à la communauté. Et on fait des webinaires en interne parce qu'on doit aussi éduquer notre propre entreprise sur le sujet pour avoir de plus en plus de soutien. Et ce qui est important, c'est qu'on met en place depuis le début un symposium. Et ce symposium, il est depuis 2 ans maintenant ouvert au grand public. Donc, regardez sur LinkedIn, normalement, je l'affiche, la date. On la passe encore la date pour cette année, mais c'est toujours en septembre. C'est toujours hybride, sur place et par Zoom. Notre premier événement qui était ouvert à l'externe a eu lieu sur nos sites à Paris. C'était en 2024. Donc en 2025, on l'a fait sur notre site aux États-Unis. Et 2026, on réfléchit sur le site sur lequel on va le faire. Mais vous êtes tous bienvenus. Et le but, c'est un petit peu de faire ce qui est fait ici. De partager ce qu'on peut faire, ce qu'on fait, de aussi écouter et de s'échanger. Voilà. Et je vais m'arrêter là-dessus et vous montrer à la fin, donc déjà vous remercier de votre attention. Donc je suis ouverte pour tout type de questions et je vais vous montrer ici les photos de notre Hack for Hope qu'on a fait au sein du PSCC en 2024. Et vous voyez ici un petit peu l'espace où on était à table et cette speed dating session, elle a vraiment été appréciée par tout le monde, par les experts, par les biotech. Et oui, et je voulais mentionner ici qu'on souhaite, je n'ai pas du tout la solution, mais qu'on souhaite maintenant avec les startups et les biotech qu'on attire, on souhaite réfléchir à une solution plus pérenne aussi avec eux. Donc cette année à Accelerate, on les a invités. Il y a toute une session parce qu'il y a un congrès Accelerate la semaine prochaine où les startups vont présenter quelques-uns et où il y a aussi une working session tous ensemble de réfléchir comment on peut aussi dans la durée intégrer ce type de partenaire qui est nouveau mais qui peut aussi amener des nouvelles thérapies dans la communauté et comment travailler ensemble, de partager le risque. Souvent, c'est une question, à la fin, c'est toujours la question comment on finance les prochaines étapes, les plus chères. Bon, là, l'idée, c'est de réfléchir tous ensemble. Est-ce qu'il y a des modèles de partage du risque, de partenariat qu'on peut mettre en place? Et voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Iris, hein. Je pense qu'on est très très en retard, mais je pense il y a la place pour au moins une question de l'assistance. Je peux aller dans l'assistance d'ailleurs. S'il y a... Ah oui. Bonjour. En fait, je me posais la question, pourquoi seulement maintenant vous commencez à vous intéresser à la pédiatrie et pourquoi on n'a pas fait avant? Alors, moi, je n'ai pas la réponse à ça parce que moi-même, je suis sur la pédiatrie depuis pas si longtemps. J'avoue, et ça, je l'ai raconté ce matin au petit déjeuner, que moi, j'ai expliqué que j'étais pendant 20 ans sur l'oncologie adulte, Drug Discovery. Je suis tombée sur la pédiatrie parce qu'il y avait un projet dans mon équipe à l'époque, avant que j'ai pris ce projet en charge, qui avait un intérêt pour la pédiatrie. Et c'est que là où je me suis aperçue euh, de manque des nouvelles thérapies, du fait que les enfants sont toujours traités avec des vieux thérapies, qu'il y a ce délai avec des essais cliniques et à une échelle personnelle, moi j'étais choquée. Et pour moi, c'était, quand ce projet s'est mis en place, pour moi c'était presque un petit peu, et ça c'est au-delà de mon rôle de l'entreprise, je le dis de mon sentiment personnel, pour moi c'était presque une sorte d'appel que je me suis dit avec ce que j'ai fait, moi peut-être je peux vraiment maintenant mettre ça en œuvre à travers de ce programme pour le cancer pédiatrique. Bon, ça, c'est mon explication personnelle. Je veux peut-être donner une explication un petit peu plus scientifique et corporate. C'est que historiquement, et j'ai aussi appris ça, ça a été considéré difficile ou peut-être risqué de développer les médicaments chez les enfants parce qu'il y avait une peur des effets secondaires. Donc aujourd'hui, on sait que les enfants qui ont un cancer sont en meilleure santé qu'un adulte avec un cancer. Et on le voit bien avec les chimiothérapies qu'ils peuvent tolérer des doses plus fortes de la chimiothérapie. Et on a entendu ce matin avec la présentation du professeur Barougel qu'il y a même possibilité, par exemple, avec les cellules CAR-T, de commencer chez l'enfant et ensuite aller de l'enfant chez l'adulte. Donc je pense que c'est en train de changer ce paradigme. Un autre changement plutôt récent quand même, c'est la législation. Il y a la législation qui est en train de changer et faire une sorte de mix entre forcing et récompense pour les entreprises pharmaceutiques de plutôt s'intéresser au cancer pédiatrique. Avec, par exemple, aux US, il y a le Race for Children's Act qui demande à toute entreprise pharmaceutique, et pas que pour l'oncologie d'ailleurs, mais pour tout nouvel médicament qu'on veut registrer sur le marché, si la cible de cet médicament a un intérêt pour une maladie pédiatrique, il faut mettre en place un plan clinique pédiatrique. C'est très bien, c'est la bonne direction. Le problème avec ça, c'est que souvent ce qui se passe, c'est que les entreprises pharmaceutiques s'intéressent très tard à la pédiatrie, au moment de la phase 3 pour l'essai adulte, et c'est de là d'où vient ce grand gap. Et donc, avec notre programme qui est dédié à la pédiatrie et qui doit réfléchir à comment on peut aider aux enfants avec un cancer, c'est pour cela qu'on souhaite ne pas commencer à regarder notre portefeuille, les molécules dans notre portefeuille très très tard, mais on les regarde très tôt. L'avantage, c'est ce que je viens de dire, qu'on peut ouvrir des essais cliniques tôt. L'inconvénience, et je vais l'expliquer aussi, c'est qu'on a une attrition qui est très très haute. Et pas que pour les nouveaux médicaments pour les enfants, mais mais aussi pour adultes. Hein. Le taux d'attrition en recherche, pour les projets en recherche, c'est 90%. Et c'est pas du tout spécifique à la pédiatrie, mais ça veut dire aussi qu'on doit accepter qu'on va mettre en place des essais précliniques ou des protocoles cliniques pour des early phases, pour notamment pouvoir au moins donner l'innovation à l'enfant. Parce que peut-être il y a des enfants qui vont bien répondre, ou même peut-être mieux répondre que les adultes, on ne sait pas encore, on est au tout début de tout ça. Mais on doit aussi accepter que tous ces projets qu'on amène
qu'on amène aussi vers la pédiatrie. Il y en aura probablement beaucoup qui ne vont jamais arriver au marché, comme il y en aura beaucoup pour les adultes qui n'arrivent jamais sur le marché, parce que tout simplement, la nutrition, elle est haute. Merci beaucoup. On va devoir clôturer la session. Merci encore à tous les orateurs et toutes ces très bonnes présentations.